Évoque sont de mon canton. Quelques villages sérères perdus parmi les tannes, les bois, les bolongues et les champs. Il me suffit de les nommer pour revivre le royaume d'enfance. Comment était-il ce royaume d'enfance? Le royaume d'enfance, c'est le royaume de mon enfance. Avant 7 ans, son aire géographique se réduisait à quelques kilomètres carrés autour du village de Djilor. Je parle du royaume d'enfance, je pense que le poète, en écrivant, est dans un état de grâce et qu'il voit les choses avec des yeux intérieurs. Cette vision des choses est la véritable vision, tandis que la vision quotidienne, la vision prosaïque est une vision utilitaire qui ne va pas au fond des choses. Vous écrivez, mon père me battait souvent le soir, me reprochant mes vagabondages, et il finit pour me punir et me dresser par m'envoyer à l'école des Blancs, au grand désespoir de ma mère. C'est un mauvais contact, le premier contact que vous avez eu avec le monde blanc? Ça a été un contact naturellement assez décevant, parce que mon père, je ne dirais pas se débarrasser de moi, mais j'étais très turbulent et j'étais tout le temps au champ avec les bergers, avec mon oncle maternel qui était paysan. Et mon père trouvait que j'avais des goûts trop roturiers et qu'il fallait quand même me civiliser un peu. Mon père voulait m'envoyer à l'école beaucoup plus tard, comme c'était la coutume alors. Et à cause de ma nature turbulente, on m'envoya à l'école à l'âge de 7 ans à Joal et on me confia au curé de Joal, le père Dubois, qui était un Normand. Et naturellement, j'ai été dépaysé peu à peu, je m'y suis fait, j'ai appris le catéchisme, j'ai commencé par apprendre quelques mots de français comme chocolat, confiture. J'avais un ami qui s'appelait René, je me le rappelle, qui était le fils du commissaire, qui était blond avec des yeux bleus, et ça me fascinait beaucoup. Quel est le premier poème français que vous ayez aimé, dont vous vous souvenez? Ah, je ne pourrais pas vous dire, mais je crois que c'était des poètes romantiques. Quand je suis allé au lycée de Dakar, qui était alors un petit collège secondaire, et nous étions simplement une centaine d'élèves. Pensez-vous que nous autres blancs non-africains, pensez-vous que nous puissions comprendre complètement les poètes nègres? Je pense que vous pouvez comprendre complètement les poètes nègres. Je vous donne un exemple. Le jazz, le bebop, la danse négro-africaine, il y a à Paris des jeunes gens et des jeunes filles qui sentent les rythmes nègres aussi profondément que les jeunes Africains. C'est parce qu'ils sont restés près des sources et qu'ils sont à la porte du royaume d'enfance. De telle sorte que pour comprendre la poésie négro-africaine, il faut se faire enfant, il faut se faire simple. Il ne faut pas ratiociner, il ne faut pas couper les cheveux en quatre, il faut s'abandonner au monde intérieur, au monde du rêve, du sentiment, de la sensibilité et je dirais même de la sensualité, parce que chez nous la sensualité est quelque chose d'enrichissant. Ce n'est pas de l'érotisme, ce n'est pas la distinction du toi et du moi, c'est l'abandon du moi au toi, c'est la symbiose par complémentarité, c'est l'amour. Est-ce que ça n'est pas cela justement l'apport des poètes nègres au monde blanc? Je crois que ce pourrait être l'apport des poètes négro-africains au monde blanc. Dans la poésie négro-africaine, les valeurs de la sensibilité, de la sensualité, les images, les couleurs, les rythmes sont la matière essentielle de la poésie. Moi-même, quand je lis un poème français, ce sont les qualités sensibles, les qualités sensuelles du poème qui me frappent le plus. Je me rappelle, j'ai vu hier Britannicus, je crois que je ne l'avais pas relu depuis l'agrégation. J'ai eu à l'agrégation
à commenter un passage de Britannicus, je dois vous dire, c'est que ce qui m'a frappé tout de suite, c'était le rythme du poème, c'était les images, c'était les qualités sensibles du poème. Et c'est mon commentaire a porté sur ces qualités, et c'est pourquoi sans doute le jury a trouvé que c'était très particulier et que j'ai pu avoir une bonne note qui m'a sauvé, je crois, un peu. Est-ce que le rythme alexandrin n'est pas comparable finalement à ce rythme 3-4 que le défilé militaire mais exactement, le rythme alexandrin est comparable à ce rythme. Vous savez qu'un alexandrin est composé de 3 parties. Et l'alexandrin parfait, c'est le vers de Musset, et la graisse, ma mère, ou le miel est si doux, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais ce rythme est moins banal, n'est-ce pas? Argo, septéléon, ville des hécatombes, 2, 4, 1, 5. Il y a tout un jeu rythmique auquel on ne fait pas attention maintenant, et quand on lit un poème français, un poème en vers alexandrin, comme on dit bonjour mademoiselle, comment allez-vous, il n'y a plus de poésie, on l'oublie trop souvent actuellement. Un peu partout dans Paris, on voit des affiches surmontées, ornées du drapeau sénégalais. C'est parce qu'au Grand Palais et dans 2 autres galeries à Paris, il y a des expositions d'artistes sénégalais. Et puis dans l'église de Saint-Eustache, on peut entendre également des chœurs sénégalais. Que pense le président du Sénégal de cette manifestation intense de son pays en plein Paris? Je vous dirais d'abord que, naturellement, c'est moi qui ai eu l'idée de cette présence sénégalaise à Paris. Mais, je dois vous dire que cela procède d'une volonté politique et d'une méthode. En effet, au lendemain de notre indépendance, nous avons décidé de mener de front le développement économique et le développement culturel. C'est ainsi que nous dépensons depuis quelques années 33% de notre budget de fonctionnement pour l'éducation, la formation et la culture en général. Donc, au lendemain de l'indépendance, nous avons décidé de créer une peinture sénégalaise, une sculpture sénégalaise, une tapisserie sénégalaise, et actuellement, nous faisons effort pour créer une nouvelle architecture sénégalaise. Après le président, c'est au poète, à l'homme de culture, au créateur que je m'adresse. Et là, je ne vous appelle plus Monsieur le Président, je vous appelle Léopold Sédar Senghor avec votre permission. Que pense-t-il, ce créateur, ce poète, de toutes ces peintures, de cet art nouveau, né d'un art ancien, qui quand même porte la même signification d'un continent? Le problème est assez complexe s'agissant du Sénégal parce qu'une fausse interprétation de l'islam avait banni le culte de l'image au Sénégal, sauf tout à fait dans le sud, en Casamance et au Sénégal oriental. Il nous a fallu réinventer un nouvel art sénégalais, et vous l'aurez remarqué, la plupart des peintres ne vous peignent pas la vie courante, ne vous sculptent pas ce qu'ils voient, mais ils vous peignent, ils vous sculptent des images archétypes. Presque symboliques. Presque symboliques, ce sont les rois, des dames, des génies, la forêt, le désert, etc., etc. Et naturellement, ils ont retrouvé le style négro-africain en général, soudano-sahélien en particulier. Là encore, le problème est plus complexe. Vous voyez les premiers peintres les plus âgés comme Iba Ndiaye et surtout Papa Ibra Tall. Je me rappelle quand j'étais député à l'Assemblée nationale française et que Tall venait me voir en me montrant ses premières œuvres. Il avait été
élève de l'école des beaux-arts, et je lui disais, vous avez acquis la technique, mais le style c'est très toubab, c'est-à-dire que c'est très blanc, européen. Il vous faut aller au musée du Trocadéro. Regardez les œuvres africaines jusqu'à en être obsédé. Et je discutais avec lui pour lui faire comprendre l'essentiel de l'art négro-africain, qui est toujours une image, mais une image symbolique, mais encore et surtout une image rythmée, avec le style négro-africain des parallélismes asymétriques. Que cela résume très bien tous les tableaux et toutes les sculptures qui sont exposées, toutes les tapisseries qui sont exposées actuellement au Grand Palais. Des foules visitent au Grand Palais cette exposition de l'art contemporain sénégalais. Et si, par hasard, un groupe de personnes ou une seule personne vous rencontrez et vous demandez à vous, Léopold Sédar Senghor, de l'accompagner, d'être son guide, de lui dire en somme ce qu'il devrait se dire à lui-même devant cette exposition, que diriez-vous? Je tâcherai de l'aider, mais je ne le guiderai pas, j'essaierai de lui faire découvrir la vérité de ses tableaux et de ses sculptures. Et je lui demanderai d'abord ses impressions. Et sans doute, il réagirait en s'étonnant de ce qu'il considère comme étrange. Et je tâcherai de lui expliquer ses impressions. Par exemple, devant la violence des couleurs, devant l'abstraction des formes. Et surtout, j'essaierai de lui expliquer que chaque tableau a une signification. Et que surtout que chaque tableau est rythmé, et je prendrai des exemples précis pour lui montrer que dans tout tableau, il y a des symétries, mais il y a des symétries asymétriques dans les formes, dans les couleurs, et surtout, j'essaierai de lui dire que pour le négro-africain, l'art est révélation et l'art est connaissance. Je lui ferai remarquer, par exemple, que la plupart des peintres sont situés à gauche, il y a même des gauchistes, mais je lui montrerai qu'il ne peigne pas les problèmes d'aujourd'hui, parce que les problèmes d'aujourd'hui, c'est de l'anecdote. Et je lui révélerai qu'il y a toujours le retour du négro-africain aux forces invisibles qui rythment sa vie et son destin. Et je crois en dernier lieu, nous allons parler du dynamisme, de l'élément vie dans la création négro-africaine. Est-ce que la vie, le dynamisme, la force de vivre reste une abstraction, c'est-à-dire est-ce qu'on doit le comprendre dans le sens artistique ou dans le sens vivant du terme? Ce dynamisme vient d'abord, je ne dirais pas des idées, il faudrait plutôt dire des idées, sentiments. Encore une fois, il s'agit des princes, des rois, des athlètes, des génies, des dieux. Et surtout, ces images sont exprimées selon le rythme négro-africain. Un rythme toujours asymétrique, avec des correspondances, mais surtout avec des contretemps et des syncopes. Le rythme en général, le rythme indo-européen est un rythme dichotomique. 1, 2, 2 et 2 font 4, n'est-ce pas? Tandis que chez nous, c'est 1, 2, mais 3. 2 et 2 ne font pas 4, mais font 5. Parce qu'il y a toujours un décalage, c'est le fameux swing, oui, exactement. Par exemple, je vais prendre un exemple précis. Il s'agit d'une pensée wolof que j'aime bien. Nit, moi, garab ou nit. Si vous étudiez cette simple phrase,
il y a 3 accents, nit, moy, garab ou nit. Et entre ces 3 syllabes accentuées, vous avez d'un côté une syllabe atone, mais de l'autre, vous n'avez pas une syllabe atone, mais vous avez 2 syllabes atones. Et c'est là, n'est-ce pas, ce que j'appelle le parallélisme asymétrique. Il n'y a pas un rythme dichotomique, il y a un rythme dialectique. Et c'est cela qui exprime physiquement, sensuellement, le dynamisme. Et ce que je vous dis là, j'ai choisi une phrase, mais je pourrais choisir une tapisserie, une sculpture, et on retrouverait le même rythme négro-africain qui est fait de diversité dans l'unité. On a résolu à moitié un problème quand on en a fait l'historique, et je me reporte à quelques 40 ans en arrière, à la fin de mes études, ou plutôt plus loin encore quand j'étais étudiant en Sorbonne, qu'avec Aimé Césaire, Léon Damas et quelques camarades, nous lancions le mouvement de la négritude. Nous avions commencé par revendiquer passionnément notre identité nègre, et je peux le dire maintenant, nous étions même racistes. J'avais commencé par être déchiré par ce double courant qui m'entraînait vers les valeurs du monde noir et qui me retenait dans les valeurs européennes et françaises en général. Aujourd'hui, je ne me sens pas du tout déchiré, mais j'ai dû vivre une passion au sens étymologique du mot. Donc nous avions commencé par revendiquer notre négritude avec passion. Il y a eu la guerre, il y a eu le nazisme. J'ai été prisonnier pendant 2 ans et je me suis mis à relire les Grecs et je me suis mis à méditer sur le miracle grec, et j'ai fini par découvrir que le miracle grec, c'était le miracle du métissage culturel. Ce sont les Grecs qui, pendant plus de 1000 ans, ont fait les plus grands éloges des négro-africains. Et c'est pourquoi, à la négritude ghetto, nous avons peu à peu substitué la négritude enracinement, mais ouverture, et nous avons pensé que pour réaliser l'évangile que nous prêchions, pour employer une formule de Sartre, il nous fallait être des métis nous-mêmes et assimiler les valeurs fécondantes de la civilisation européenne en général et française en particulier, qu'il fallait greffer sur la raison intuitive, la raison discursive. Et il fallait que ces 2 raisons se fécondent mutuellement, car c'est dans cette fécondation que le miracle grec s'est produit, et c'est le cas de la France. Qu'est-ce que c'est que la France? Il y a 2 races en France. Il y a les Méditerranéens au sud de la Loire, et il y a les Indo-Européens au nord de la Loire. Et c'est la greffe indo-européenne sur la racine, sur le tronc méditerranéen, qui fait la valeur incomparable de la civilisation française. Et la langue française elle-même est une langue métisse. Dans l'Afrique précoloniale, nous avions une poésie orale, une poésie chantée. D'ailleurs, dans nos langues sénégalaises, le même mot veut dire chant et poésie à la fois. J'ai été très influencé par les poétesses populaires de mon village qui composaient des chants gymniques qu'ils chantaient pendant les séances de lutte, des chants de travail, des chants de danse, des chants de festin. Ainsi, chez nous, ce qui sépare la poésie de la prose, ce n'est pas un certain arrangement de vers ayant le même nombre de pieds, mais chez nous, il y a poésie quand il y a une unité d'accent rythmique. Le rythme, ce n'est pas la répétition, le rythme, c'est la reprise, mais sur un mode différent. Je vais vous réciter par exemple un poème de Damas. Ils sont venus ce soir, où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Et depuis,
Combien de mois sont morts depuis ce soir où le tam-tam roulait de rythme en rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Au premier abord, il semble qu'il n'y ait pas rythme négro-africain, c'est-à-dire au début et à la fin, vous avez exactement la même phrase. Mais si vous prenez le milieu, vous voyez qu'il y a une rupture et quelque chose de nouveau qui produit un déséquilibre. J'ai commencé à entrer au contact du français assez tard, puisque je n'ai été à l'école qu'à partir de 8 ans. Mais tout jeune, chez mon père, j'étais frappé par le charme de la langue française quand mon père recevait quelques amis français. C'est le père Dubois, un Normand, qui a commencé à m'initier au français. Et j'ai eu l'occasion de le dire dans notre face-à-face, vous vous rappelez, que la langue française me paraissait délicieuse comme de la confiture. Et ensuite, c'est ensuite que j'ai commencé mes études primaires à l'école des Pères du Saint-Esprit en Ngazobil, et c'est là vraiment que j'ai pris goût à la lecture. Mais quel est le premier livre que vous avez lu pour votre plaisir, en dehors des livres de classe? Je crois que j'ai toujours eu plaisir à lire. Je me rappelle à l'école des Pères du Saint-Esprit en Ngazobil, je lisais surtout des auteurs comme Bourget, Bazin, Bordeaux, et naturellement je lisais également les livres qui étaient à la mode et qui sont encore à la mode, la comtesse de Ségur, Dumas, Christophe, etc., etc. Bon, alors donc vous avez lu les livres des petits-enfants français, c'est-à-dire le folklore des enfants français. J'ai lu les livres des enfants français, j'ai fait mieux. Oui. Les pères étaient alors abonnés à 2 hebdomadaires, l'Étoile noëliste et le Sanctuaire, oui, où il y avait des romans en feuilleton. Je me rappelle très bien encore Guyot, le faiseur d'images, qui se passait au Moyen-Âge, Solange de Morton, qui avait épousé un aveugle de guerre, et j'ai retrouvé ces revues dans le grenier de la tante de ma femme. Naturellement, je les ai conservées précieusement. J'avais une boulimie de la lecture. Dès que j'avais quelques minutes, je me réfugiais dans un coin et je me jetais sur les livres, et j'attendais l'Étoile noëliste et le Sanctuaire toutes les semaines, vraiment comme on attend une récompense. J'avais un compagnon et un maître. Mon compagnon, c'était Joseph Faye, qui a fait des études dans une université grégorienne à Rome, qui est devenu évêque et qui est maintenant à la Trappe. Un homme intelligent et un saint homme. Et j'avais comme maître le père Le Doiron, un breton, comme l'indique le nom, qui m'a fait aimer et la lecture et le plein chant. Nous avions très peu de livres, oui, mais comme nous étions des forts en thème, Joseph Faye et moi, le père Le Doiron, exceptionnellement, nous donnait des livres à lire. Oui. Les livres de la bonne presse, naturellement. Nous étions chez les Pères du Saint-Esprit. Et plus tard, quelles ont été vos lectures lorsque vous étiez étudiant à Paris? Quels ont été les auteurs vers lesquels vous vous êtes dirigé? Vous m'avez demandé tout à l'heure quelle a été la première lecture qui m'ait procuré un réel plaisir. Je vous dirais que je n'ai eu de plaisir, non pas réel, mais complet, cœur et esprit, que dans mes lectures de Cagne. Oui. Je dois dire que Georges Pompidou ne sait pas le service qu'il m'aura rendu en m'initiant à la lecture
d'auteurs modernes qui étaient à la mode en Cagne entre 1928 et 1930, comme Gide, Proust et Maurice Barrès. Maurice Barrès a eu une très profonde influence sur moi. Je crois que c'est la première fois que j'ai eu la sensation d'une œuvre complète et que toutes mes facultés ont été éveillées et comblées. Car il y avait le style qui est un enchantement. Et il y avait cette passion et cet enracinement dans la tradition. Je crois que dans ma conception de la nation et de la négritude, je crois que je dois beaucoup à Maurice Barrès. Voilà un point qui est tout à fait passionnant, parce qu'en effet, Barrès, qui a été tellement influencé par le culte des grands morts, le culte des ancêtres, est aussi un théoricien des jeunes nations. Monsieur le Président, peu d'hommes en France parlent un français aussi pur, aussi châtié que le vôtre. On sent que cette langue est un instrument indispensable à votre pensée. Est-ce dû au hasard des circonstances ou bien est-ce un choix? En un mot, si c'était à refaire, choisiriez-vous le français? Il y a le hasard des circonstances. Mon passage à Joal entre les mains du père Dubois, un Normand, puis à Gazobille entre les mains du père Le Doiron, et ma rencontre avec mes camarades cagneux, dont Georges Pompidou, n'est-ce pas? Il y a une part de hasard. Mais il y a également une part de choix. Je reviens sur ce que vous avez dit. Je parle le français, non pas bien je parle le français, comme je parle le français des livres, parce que évidemment j'ai appris le français dans les livres. Donc je dis qu'il y a une part de choix. Je me rappelle, c'est en troisième que j'ai commencé à prendre conscience des réalités, de la nécessité de choisir. Et c'est en troisième que j'ai pris mes options, comme on dit aujourd'hui. Là encore, j'avais un maître, le père Lalouse, qui est maintenant à la trappe, comme Monseigneur Faye. Et souvent d'ailleurs, quand j'ai quelques succès, je me dis que c'est grâce à la prière de mes trappistes. Donc, le père Lalouse était très conservateur. Il nous affirmait, quand nous contestions, quand nous réclamions des draps, il nous renvoyait au pagne de nos ancêtres et nous disait qu'il n'y avait pas de civilisation chez nous. Et d'autre part, il ajoutait que nous étions encore de grands enfants, qui nous laissions prendre aux verroteries des mots. J'avais l'impression, ayant vécu une certaine civilisation dans ma famille, au contact des légendes d'autrefois, j'avais l'impression que nous avions une véritable civilisation. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai conçu non pas le mot, mais l'idée de négritude, c'est-à-dire un ensemble de valeurs de civilisation propres à un peuple. Et quant à l'argument que nous n'allions pas au fond des choses, jusqu'à la substantifique moelle des mots, que nous laissions prendre aux verroteries des mots, naturellement, j'étais vexé. Et alors je pris la résolution d'aller au fond des mots, d'aller au fond des choses. Je pris la résolution de travailler pour être toujours premier en français. Bien sûr, ce fut facile pour moi. Dans les classes du second degré, en Cagne, naturellement, c'était plus difficile. Ça s'est révélé même impossible. Mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé consciemment au français, et c'est de là que date en quelque sorte ma vocation de grammairien. Oui, parce qu'en effet, vous êtes l'inventeur du mot francité, comme vous l'avez été du mot négritude. Il y a pour nous Français quelque chose de très émouvant dans le fait que ces deux mots aient été inventés par le même homme qui n'est pas français. Vous avez fait, vous le disiez tout à l'heure, ce qu'on peut faire de plus français au monde, une agrégation de lettres à l'école normale. En même temps, vous avez été l'artisan de l'indépendance de votre pays. Et on n'a jamais eu l'impression que ces deux attitudes se combattaient, ni que vous étiez le siège d'un conflit. Est-ce vrai et pourquoi?
Je précise tout d'abord que je ne suis pas agrégé de lettres, mais agrégé de grammaire. C'est encore plus français. Si vous voulez. Oui, vous êtes vraiment là au cœur de la question. C'est ça. D'autre part, c'est Aimé Césaire qui a inventé le mot de négritude, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai inventé le mot de francité, mais enfin consciemment, j'ai jeté ce mot dans la circulation. La francité, c'est objectivement l'ensemble des valeurs de civilisation, de la langue et de la culture française. Mais c'est aussi objectivement la participation de tous qui parlent français, de tous les francophones, à cet ensemble de valeurs. Tout de même que la négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir, tandis que la négrité serait subjectivement la participation individuelle ou collective aux valeurs de la négritude. Pour en revenir, n'est-ce pas, à la francité, originairement, n'est-ce pas, la francité comme objet ou comme sujet, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui se cantonne dans l'Hexagone. Mais à la mesure du développement de nos nations respectives, la francité deviendra quelque chose non pas de moins français, mais la francité s'étendra peu à peu à l'ensemble du monde et la francité sera, ce que j'ai dit, une sorte de noosphère autour du monde. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important pour nous. Conflit, bien sûr, j'ai commencé par vivre un drame, un conflit, puisque j'étais déchiré entre l'Afrique, entre le Sénégal et la France et l'Europe. Mais peu à peu, je suis parvenu quand même à trouver des solutions. Et cette solution se trouve dans la théorie de la civilisation de l'universel ou de la complémentarité. Il se trouve que chaque continent, chaque race, chaque nation développe un trait de la condition humaine. Par exemple, chez nous, jusqu'ici, nous avons surtout développé la raison intuitive, tandis que vous avez développé vous avez développé l'autre raison discursive. Et ce qui fait le miracle d'un peuple comme le peuple grec, c'est que le peuple grec a développé en même temps la raison discursive et la raison intuitive dont Platon et même Aristote ont fait un vif éloge. Et je me suis demandé d'où venait le miracle grec. À y réfléchir. Quand on fait l'histoire et même la préhistoire de la Grèce, le miracle grec est le résultat d'un métissage. Vous savez, avant l'arrivée des Indo-Européens et l'Inde sur les bords de la Méditerranée, il y avait là un peuple très métissé, qui était un métissage de races plus ou moins négroïdes et de blancs méditerranéens, justement qui avait développé une civilisation très brillante, n'est-ce pas, qui partait de la raison intuitive, et les Grecs, les Indo-Européens leur ont apporté la rationalité, l'esprit de méthode. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus déchirés. Nous pensons que nous devons nous enraciner très profondément dans les valeurs de la raison intuitive, dans les valeurs d'imagination, de rythme, n'est-ce pas, de la négritude, et que nous devons nous épanouir aux apports fécondants de l'Europe, en particulier à la raison discursive, à l'esprit d'organisation et de méthode. Monsieur le Président, le projet de ce voyage, nous en parlions il y a 40 ans, je m'en souviens, dans une grise cour de lycée parisien. Et le voici
de par votre volonté devenue réalité. Et c'est cette réalité qui me vaut aujourd'hui d'accueillir ici, à l'hôtel de ville de Fort-de-France, en votre personne, le messager d'un continent fraternel, l'ambassadeur prestigieux du peuple noir, et peut-être après tout est-ce par là qu'il aurait fallu avoir commencé, le premier chef d'État africain à fouler le sol de notre pays. Le premier, ai-je dit? Pas tout à fait. Les Martiniquais ont gardé le souvenir d'un autre. C'était le 30 mars 1894. Ce jour-là, à Fort-de-France, mettait pied à terre le roi du Dahomey, Boyadjéré Bovélé Béhanzin. Monsieur le Président, vous avez récat de bicéphale, gueule de lion et sourire du sage. Est-ce à ce sourire et à cette sagesse que vous avez dû d'échapper au péril de l'histoire et de la dominer? Peut-être. Béhanzin, lui, n'eut pas ce bonheur. Il avait pour récade le requin qui se joue de la barre. Mais la houle avait pris avantage sur lui et l'avait emporté, lui et son royaume. Et s'étant vaincu, un roi déchu, en symbole de l'Afrique conquise, qu'il nous arrivait. Et voici qu'aujourd'hui, 82 ans après, nous vous accueillons. Et en votre personne, l'Afrique. Mais une Afrique tout autre, l'Afrique rétablie dans son droit et dans sa dignité, l'Afrique maîtresse de ses destinées, l'Afrique libre. Événement considérable, puisqu'il nous permet aujourd'hui de célébrer dans la fierté, dans le respect et dans la gratitude les retrouvailles émouvantes, moins de deux mondes et de deux continents, comme on l'a dit, que de deux membres d'une même famille que la violence avait depuis 3 siècles séparés. C'est d'une mutilation historique qu'il s'agit, si bien que si le mot aliénation a un sens, c'est ici qu'il le prend plus que partout ailleurs, une culture d'emprunt, une personnalité d'emprunt, un comportement régressif à l'égard d'une nature non assumée. Eh bien, c'est tout cela qui permet de comprendre ce qu'aujourd'hui nous attendons de ce voyage et de l'Afrique, ce que nous attendons tout particulièrement du Sénégal, de votre Sénégal, terre de culture, qui nous apprenne à revaloriser une partie de notre patrimoine tombé en déshérence, qu'il nous réenseigne le goût de nous-mêmes, qu'il nous apprenne à réconcilier nature et culture, et qu'il nous fasse comprendre que la culture ne peut pas être la négation de la nature, qu'il n'en est que l'épanouissement et tout au plus la stylisation. Ce que vous appelez joliment le prétemps du monde ne peut guère être que ce que nous appelons, nous, dans un autre vocabulaire, le printemps des peuples. Et je pense que Césaire a donc bien fait d'employer le mot de négritude, car s'agissant de nègres, nous sommes des hommes vivants, des hommes concrets. Donc la négritude, c'est d'une façon générale l'ensemble des qualités, des vertus du monde noir, des valeurs comme on dit aujourd'hui. Je crois que le président a absolument raison quand il parle de la situation concrète du noir. Il est clair qu'il y a des différences entre l'approche africaine et l'approche antillaise de la négritude. Et comment en être surpris? C'est que les situations historiques et sociologiques et politiques dans lesquelles nous sommes sont extrêmement différentes. Par exemple, il est clair qu'ici, nous sommes dans le concret, incontestablement. Nous sommes aux prises avec des difficultés immédiates, concrètes. Je crois qu'à l'heure actuelle, pour nous, il s'agit de peuples
qui sont à la limite de l'asphyxie. Et vous connaissez le background, l'arrière-plan historique de ce pays, des Antillais. Quand nous disons négritude, nous insistons tout particulièrement sur la notion d'identité. Et enfin, c'est pour nous l'affirmation d'une solidarité, parce que nous voulons le rassemblement, la fraternité de tous les peuples noirs, et qui puissent former une communauté vivante. Alors qu'à l'heure actuelle, nous assistons à un compartimentage qui nous paraît extrêmement préjudiciable, et aux uns et aux autres. Pour Césaire, la négritude, c'est quelque chose d'actif. Il ne faut pas être agi, il faut agir. Les Allemands disent que la négritude, c'est le Negersein. Le Negersein, mais un nègre actif, ce n'est pas un Dasein, c'est un Sein actif. Césaire a tout mis dans un seul mot, le mot négritude, qu'il a employé comme un marteau-pilon, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'ici, j'ai été très prudent. Je crois que c'est une grande chose, c'est une notion importante, que celle qui permettra à un Sénégalais, à un Dahoméen, à un Malien ou un Congolais de s'asseoir autour d'une même table et de se sentir comme les membres d'une même famille. Eh bien, c'est la conception de la négritude qui le permet. Oui, ah oui, voilà. Le capitaine nous demande une photo. Oui. C'est pour sa collection. Mais pendant les 11 heures, le capitaine était plongé dans le livre de Ngale sur toi. Ah ben je vois que le capitaine, je vois que l'armée sénégalaise est une armée très, très cultivée. Monsieur Diouf, merci infiniment d'être avec nous. C'est votre première intervention télévisée depuis que vous avez quitté le pouvoir au Sénégal, après 20 ans à la présidence de ce pays. Vous avez été le successeur, donc bien sûr, de Monsieur Senghor. Et de qui avez-vous en plus envie de vous souvenir? Du poète, de l'homme d'État, de cette voix qu'on entendait résonner à l'instant? Quel est votre sentiment aujourd'hui qu'il n'est plus là? C'est un sentiment de grande douleur, d'une douleur immense. J'avais pour Senghor une affection, un respect, une admiration sans borne. Et je me souviens surtout de l'humaniste. Il m'a toujours dit, Abdou, tu vois, ce dont je veux qu'on se souvienne le plus quand je ne serai plus là, ce n'est pas de mon œuvre politique, mais de mon œuvre littéraire. Je crois que Senghor, l'homme d'humanisme, de tolérance, l'homme de générosité, qui m'a tout donné, est un homme que je ne peux jamais oublier. Tout à l'heure, votre commentateur parlait de lui en termes de lumière. Effectivement, Senghor a illuminé. Il a illuminé le Sénégal, il a illuminé l'Afrique, il a illuminé le monde. Et je crois que c'est une grande perte pour nous tous. Monsieur le Président, à quand remonte votre première rencontre? J'ai déjà appris à connaître et à admirer Senghor dans les rues de Saint-Louis du Sénégal. Quand il a commencé à faire de la politique, ma tante, la cousine germaine de mon père, était la présidente du comité du BDS à Saint-Louis du Sénégal. Et c'est moi qui rédigeais les lettres qu'elle adressait au député Léopold Sédar Senghor. C'est moi qui lisais les journaux pour ma tante et toutes les femmes de son comité. On raconte que vous alliez le voir chez lui très tard et qu'il avait été ému de voir ce petit garçon comme ça et qui vous avait raccompagné chez vous. Non, en fait, je le voyais de loin quand j'étais enfant et quand je faisais ce rôle de secrétaire du comité de ma tante. Mais c'est en 1956, j'étais déjà étudiant à l'université de Dakar, que venu à vacances à Saint-Louis du Sénégal chez ma tante, elle a demandé à Senghor de me recevoir. Et Senghor était à un déjeuner chez André Pétavin, qui était son ministre des Finances, qui était le ministre des Finances, parce que ce n'était pas encore l'indépendance, le ministre des Finances du gouvernement de la loi 4, du gouvernement de Mamadou Dia. Et je suis allé rendre visite à Senghor au sortir du déjeuner, et il m'a raccompagné dans sa voiture jusque devant chez moi.
Et je me souviens que je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? J'ai dit, je veux faire l'école nationale de la France d'outre-mer. Ce que vous avez fait. Et ce que j'ai fait. Et à 25 ans, Monsieur le Président, il vous nomme gouverneur de Saint-Louis, et plus tard, vous finirez comme son dauphin, Premier ministre, et vous lui succéderez en 1981. Qu'est-ce que vous avez appris tout au long de ces 20 années passées à ses côtés? En fait, il m'a d'abord nommé, du temps où il était encore avec Mamadou Dia, secrétaire général adjoint du gouvernement. Et puis c'est par la suite, à 26 ans, qu'il m'a nommé gouverneur de la région du Sine Saloum. Et après, au bout d'un an, il y a eu des problèmes avec Mamadou Dia, et j'ai été catalogué comme étant proche de Mamadou Dia. Quand vous l'avez rencontré la première fois, vous n'imaginiez pas que vous alliez faire ce parcours. C'est ça qui est incroyable. Non, pas du tout. Hein? Pas du tout. Je ne m'imaginais pas que j'allais faire ce parcours. C'est une sorte de coup de foudre réciproque. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui et qu'est-ce que lui a aimé chez vous au départ? Pour nous, Senghor, c'était le grand intellectuel, d'abord, avant d'être l'homme politique. Le premier agrégé noir. Premier académicien noir également. Senghor a été agrégé en 1935, agrégé de grammaire, l'année de ma naissance. Ouais. Pour nous avions un culte pour Senghor. Et quand j'ai quitté donc le poste de gouverneur de Kaolack, il m'a nommé pendant une vraie période directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, avant de me prendre à son cabinet dès le mois de mai 1963. Ensuite, il m'a fait confiance comme secrétaire général de la présidence. Et après Premier ministre. Et après ministre du Plan pendant moins de 2 ans, avant de proposer à la nation sénégalaise de modifier la Constitution pour créer un poste de Premier ministre qu'il m'a donné. Sur mesure, et j'ai été son Premier ministre jusqu'à son départ du pouvoir. Entre-temps, il avait fait une nouvelle modification de la Constitution. Il avait fait adopter par le peuple sénégalais une nouvelle modification de la Constitution pour dire que le Premier ministre en fonction au moment de son départ lui succéderait pour terminer son mandat. Et je suis devenu président de la République le 1er janvier 1980. Et il a continué de vous encourager de manière permanente. Vous aviez toujours vous entendiez ses paroles en prenant des décisions. Vous disiez, tiens, il déciderait ça. Tout à fait. C'est tout à fait juste. Et j'ai continué à m'inspirer de ce que Senghor a fait, non seulement dans ma conduite d'homme d'État, mais dans ma conduite d'homme tout court, dans mon comportement de tous les jours. Je disais à un de vos confrères journalistes que un des aides de camp de Senghor m'a dit un jour, vous savez, monsieur le président, monsieur le premier ministre, j'étais à l'époque, le président Senghor ne m'a jamais salué assis. Il se levait toujours devant le plus humble pour saluer. Et moi, j'ai pris toutes les habitudes du président Senghor. Et quand les Sénégalais disent Abdou est courtois, Abdou est poli... Vous êtes un peu son fils spirituel. Oui, je suis son fils spirituel, moral, si vous voulez, politique. Et comment vous a-t-il éduqué pour la magistrature suprême? Puisque pratiquement tous les 10 ans, vous avez connu une ascension, gouverneur, Premier ministre, président. À quel moment avez-vous su que vous allez succéder à Senghor? Écoutez, je vais vous faire une confidence. En 1964, j'étais encore directeur de son cabinet. Nous étions en janvier 1964. Je n'étais même pas encore secrétaire général de la présidence, j'avais à peine 28 ans. J'étais à un cocktail au Palais de la République et il était avec mon épouse en train de parler. Et quand ils ont fini, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Dans la voiture, en rentrant chez moi, mon épouse m'a dit, tu ne devineras jamais ce que le président Senghor m'a dit. Il m'a dit, Madame Diouf, aidez bien votre mari. Soutenez-le, il a de l'avenir et moi, je peux vous le dire à vous, je pense à lui pour ma succession. Nous étions en 1964. Et c'est 17 ans plus tard que je deviendrai son successeur en 1981. Quand vous aviez été la cheville ouvrière de l'organisation du Festival mondial des arts nègres en 66, c'est une date importante. Malraux avait rendu hommage à ce moment-là à Senghor en disant de lui qu'il était un peu la lumière qu'il tenait dans ses mains périssables, le destin spirituel de tout un continent. Vous aviez le sentiment à ce moment-là de l'importance de l'homme qui était à vos côtés? Ah oui, mais j'ai eu le sentiment de l'importance de l'homme très tôt, quand j'étais enfant dans les rues de Saint-Louis du Sénégal. Et ce sentiment s'est accru au fil des ans. Et en voyant Senghor vivre au quotidien, en travaillant à ses côtés, je vous assure que j'ai eu la meilleure école du monde. Toutes les années d'études que j'ai passées n'étaient rien à côté des années que j'ai passées à côté de Senghor, à apprendre la vie, à gérer au quotidien, d'abord comme directeur de cabinet, comme secrétaire général, comme ministre et comme Premier ministre.
sous l'orientation, sous l'inspiration de Senghor. Nous allons regarder un reportage sur les réactions à Dakar. Vous n'êtes plus à Dakar aujourd'hui, vous avez quitté le pouvoir en 2000, hein, un peu à la manière de Senghor. Vous êtes en France. C'est une façon de l'imiter aussi. Lui, alors quand il a quitté le pouvoir, il est allé en France. Vous avez quitté le pouvoir, vous êtes en France. Il l'a fait. Ça vous a influencé, ces choix personnels? Oui, vous avez voulu faire pareil? tout à fait. Tous ces choix personnellement influencés, il l'a fait pour ne pas me gêner. Oui. Et moi, je l'ai fait pour ne pas gêner mon successeur.